Comment tu te sens, toi? Oui, ça va super. Ça va super. J'ai trop hâte. Je suis trop contente d'y être. Enfin, depuis toute la préparation et tout, là, on y est et c'est super. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas pour ta proposition pour ce soir. Je rappelle pour ceux du coup qui n'ont pas suivi, aujourd'hui avec Linel, on va parler de racisme et d'écologie, qui a priori sont deux causes où on ne comprend pas trop le lien, mais en fait, s'il y en a un. Et finalement, on est même tous concernés de manière plus ou moins directe, mais c'est vraiment très important en fait de comprendre quel est le lien entre les deux, la réalité, et surtout que nous aussi, on a un peu les moyens d'agir. Voilà, ce sont ces Ouais. choses-là qu'on va discuter ce soir avec Linel. J'en profite de dire aussi que c'est une discussion ouverte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à poser vos questions si vous avez envie de participer. On se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, c'est une discussion qui se veut être un échange. Et voilà, Ouais. avec plaisir d'écouter tous vos commentaires. Cool. En plus, du coup, Linel, on disait que ça tombait bien d'en parler ce mois-ci puisque c'est le Black History Month. Est-ce que tu peux Oui. en parler un petit peu aussi et pourquoi c'est intéressant d'en parler aujourd'hui? Oui, du coup, ça se déroule tous les mois de février. C'est un temps pour se remettre dans le contexte de la culture noire et ça a été créé aux États-Unis pour mettre en avant des autrices et des auteurs issus de l'immigration africaine, mais aussi des personnes dans le monde artistique ou plus largement des personnes qui sont visibilisées et racisées du coup. Donc c'est un mois qui commence à venir en force en Europe et du coup c'est superbe qu'on fasse ce live du lien entre l'écologie et le racisme ce mois-ci. En plus la dernière semaine ça permet aussi un peu de ponctuer ce mois de Black History Month, donc c'est top. Ouais, c'est une bonne idée, on va dire. Ouais. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc si on remet les choses dans le contexte, moi, mon domaine, tu le connais, c'est l'écologie, donc je suis quand même en parler, de donner une petite définition. Toi, est-ce que tu peux aussi me parler du racisme et de voir du coup comment les deux sont liés? Oui, alors du coup, le racisme tout court, c'est vraiment les discriminations qu'on réalise sur les groupes sociaux racisés ou un individu racisé. Et c'est vraiment issu de la pensée esclavagiste. Pour justifier du coup l'esclavage, on a hiérarchisé des groupes sociaux en fonction de leur couleur de peau. Et ensuite, ça a aussi permis de justifier, d'argumenter le système colonial, donc basé sur cette création de la hiérarchisation des races. Et du coup, le lien avec l'écologie, on l'appelle le racisme environnemental ou l'écologie décoloniale. Il y a pas mal d'autrices et d'auteurs qui ont fait des recherches dessus, comme Bullard ou Malcolm Ferdinand en France. Et du coup, c'est voir le lien entre le racisme et l'écologie, comment les deux en fait s'entretiennent et aussi de trouver les solutions pour y remédier. Donc là, c'est plus l'écologie décoloniale. Ok, oui, parce que finalement, l'écologie, c'est une science, c'est l'étude de nous en tant qu'êtres vivants dans notre environnement et l'interaction qu'il y a entre toutes les espèces. Mmh. Le racisme, Mmh. c'est vraiment sur une idéologie finalement. C'est ça, exactement. Et du Mmh. coup, est-ce que tu as des exemples à nous donner sur le racisme environnemental? Dans quel cas on peut le rencontrer, ce racisme? Alors, on le retrouve dans plusieurs exemples au niveau mondial et au niveau européen, comme à l'échelle vraiment française. Peut-être, je vais faire un peu un ordre en entonnoir, mais par exemple, ce qui est très prégnant, c'est tout ce qui est réfugiés climatiques, où par rapport au réchauffement climatique, on a de plus en plus de sécheresses, de cyclones, vraiment des dérèglements climatiques qui touchent principalement les zones dites des pays du tiers-monde. Et aussi, ça entraîne notamment des guerres comme la guerre syrienne et du Darfour. Il y a vraiment un lien avec le réchauffement climatique comme origine, qui est la sécheresse. Et du coup, il y a vraiment des déplacements de population vers les pays occidentaux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'ONU a fait une prévision
En 2050, il y aura à peu près 1 milliard de réfugiés climatiques et c'est pour ça que c'est important qu'on trouve des solutions dès maintenant sur l'échelle, à l'échelle locale de tout ce qui est impact écologique pour justement éviter ces déplacements de population en masse dus à l'écologie, au dérèglement climatique. Et on parle de racisme environnemental parce que du coup, ça touche vraiment les zones, donc des anciennes colonies européennes. Et aussi quelque chose qui est super prégnant, on en a parlé, Déborah, la semaine dernière, et j'étais assez étonnée de l'ampleur, c'est le Global West Trade. Le fait que, ouais, c'est assez incroyable, je trouve, et scandaleux, le fait d'exporter les déchets donc des pays occidentaux vers les pays donc des anciennes colonies européennes comme le Vietnam. Ça se fait surtout en Afrique et en Asie, le Vietnam notamment, et la Thaïlande qui reçoivent les déchets, nos déchets en fait, les déchets qu'on produit. Et là, clairement, c'est assez explicite le racisme environnemental, le lien avec les deux, parce que l'exportation, l'envoi des déchets se fait uniquement dans un sens de l'Europe vers les pays anciennement colonisés. Donc, je trouve ça assez prégnant et impactant. Et d'ailleurs, ensuite, on va voir les solutions qu'on peut mettre en place. Après, voilà, il y a plein d'autres exemples aussi, tout ce qui est neurotoxique, le fait que les pays occidentaux, quand ils ont colonisé notamment l'Algérie, ils ont fait des tests de bombes atomiques. Et il y a encore des conséquences actuellement, notamment aussi, on en parle beaucoup sur Instagram, l'agent orange. Donc, il y a un procès en cours avec le collectif Vietnam Dioxine. Donc, l'agent orange a un toxique qui a été répandu lors de la guerre du Vietnam. Et c'est d'ailleurs le plus grand écocide du XXe siècle qui a été répandu par l'armée américaine. Il y a encore des conséquences actuelles. Donc là, le racisme environnemental, il est assez explicite. C'est que on va répandre un neurotoxique puissant sur des populations dites du tiers-monde, sans aucun état d'âme. Et d'ailleurs, le procès actuel, donc en 2021, il a fallu des dizaines d'années pour qu'il y ait une reconnaissance, ne serait-ce d'être reçu par des cours pénales. Donc voilà. Il y a. Moi, je disais, c'est incroyable quand on se. Ouais. Il se passe. Enfin, si je peux rebondir sur les déchets, moi, j'arrive pas à voir aujourd'hui. De me dire que les déchets, en fait, on essaie de se dire qu'on fait une bonne action en mettant nos déchets dans la bonne poubelle et que ça va être recyclé. En réalité, c'est tout ça. Il y a un moment donné des mecs qui se sont réunis en se disant non, mais ça va être beaucoup plus simple d'envoyer nos déchets à l'autre bout du monde. Comme ça, c'est eux qui vont régler le problème. Et puis nous, on n'en parle plus. Alors que dans la réalité, non seulement eux-mêmes n'ont pas les moyens en fait de les recycler, mais en plus on leur envoie des déchets qui sont potentiellement toxiques, du coup qui ne peuvent pas traiter et qui vont intoxiquer les populations là-bas. C'est quand même incroyable. C'est ça. Ouais. Ton exemple toxique aussi, c'est incroyable de se dire qu'on fait encore ce genre de test aujourd'hui. On parlait aussi des pesticides. Est-ce que tu peux parler de la chlordécone dont moi j'ai pas mal entendu parler, qui est un exemple, en fait c'est l'exemple qui est utilisé, en tout cas tu me parlais de Michel Ferdinand, qui l'utilise dans son dans le livre sur l'écologie décoloniale. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses sur ce pesticide qui a pas mal détruit la population antillaise? Oui, donc c'est un pesticide qui a été reconnu comme dangereux dès les années 70, mais qui a été répandu malgré le fait qu'il soit reconnu dans sa dangerosité. Il a été répandu dans les plantations donc des Antilles françaises. Donc on savait très très bien, l'État français savait très bien les risques qui étaient liés au niveau donc de l'écologie et surtout des risques sanitaires. Il y a une augmentation par exemple explicite des cancers de la prostate notamment. Et encore actuellement, il y a des conséquences directes de ce pesticide-là qui a été répandu, malgré l'interdiction, malgré le fait qu'on ait prouvé sa dangerosité. Donc, c'est clairement du racisme environnemental, le fait en fait qu'on va répandre de manière vraiment
enfin, on le sait, on connaît la dangerosité, mais pour des raisons capitalistes, le fait qu'on continue à répandre ce pesticide pour augmenter la production, notamment de bananes dans les Antilles françaises, on va totalement mettre un voile sur les conséquences écologiques et humaines, sanitaires, et notamment sur des populations qui sont du coup dans les Antilles françaises principalement racisées et issues de la colonisation. Donc voilà, c'est assez explicite là le lien entre le racisme et l'écologie, le fait en fait que on va totalement sous-estimer les impacts écologiques. Un autre exemple, les déchets, tu sais, les déchetteries qui sont beaucoup plus nombreuses dans les zones françaises qui ont beaucoup plus d'immigrés en fait. Il y a une étude en 2012 qui a montré la corrélation et en plus c'est top parce que c'est une étude qui a été faite par des personnes en dehors de la France, donc ils avaient quand même un regard neutre. Ils ont prouvé qu'il y a un lien direct, pour 1% d'immigrés dans une zone, il y a 29% de chances qu'il y ait un incinérateur de déchets à proximité, dont des déchets toxiques. C'est assez effrayant parce que c'est ce qui se passe vraiment en France et les auteurs, ils ont été explicites en disant que là, c'est du racisme environnemental clair et net et ils l'ont dit avec un regard vraiment extérieur, neutre, sans conflit d'intérêt en tout cas et là vraiment c'est quelque chose qui est autour de nous et que je trouve aussi scandaleux, le fait de placer les incinérateurs de déchets dans les zones avec des groupes sociaux racisés beaucoup plus nombreux et là c'est vraiment des politiques explicites. Ouais, tout à fait. Ce qui est assez aberrant, effectivement, c'est toujours pareil de se dire que non, on va mettre ces usines qui sont potentiellement dangereuses. Ils connaissent la dangerosité de ces traitements, de ces déchets et des conséquences, mais c'est moins grave parce que c'est à côté de proximité de populations qui ne sont pas les nôtres. C'est affreux de se dire ça. Et tout ça c'est scandaleux. Pour répondre on va dire, au confort dans notre groupe de population. Donc, ouais, tout à fait, c'est... Voilà, je trouve ça, vraiment, ça me rend malade de savoir ça parce qu'on ne se rend pas compte. On se dit qu'on peut leur recycler, qu'on fait confiance en fait au gouvernement pour traiter nos déchets comme il se doit. Et en fait, la réalité, c'est pas du tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Après, comme les populations racisées, elles sont aussi invisibilisées et il y a un lien aussi entre le fait d'être issu de l'immigration et d'avoir un peu moins de visibilité, du coup un peu moins d'impact politique. Et aussi, il y a un lien avec les ressources économiques. Donc du coup, en fait, les politiques savent qu'il y aura un peu moins de contradiction en fait, que les populations vont beaucoup moins se révolter face à cette injustice environnementale liée à un groupe social racisé. Donc en fait, ils savent très bien que il y a un peu moins du coup de révolte et aussi il y a ce côté-là où les personnes vont se dire, mais en fait, on n'a pas le choix. On est dans cet environnement-là. Il y a ces déchetteries, mais il y a aussi le fait qu'on se permet pas, mais parce qu'on est invisibilisé, de taper du poing sur la table et de dire que c'est pas normal en fait qu'il y ait beaucoup plus de déchetterie avec des agents toxiques et du coup des déchets aussi qui viennent des zones dites favorisées où il y a un peu moins de population issue de l'immigration quoi. Et les déchets viennent vers les zones avec des populations racisées et c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. C'est exactement le même système avec une échelle plus petite que le Global West Test en fait, le fait d'envoyer des déchets à l'international vers des pays anciennement colonisés, le fait d'envoyer aussi les déchets d'une ville de zones favorisées à des zones défavorisées où il y a beaucoup plus de personnes issues de l'immigration, c'est exactement le même système de pensée. Le même racisme environnemental qui se joue en fait. Ouais, et puis de se dire au final que finalement, le mode de vie
qui entraîne de la surconsommation, on achète, parce que c'est pour répondre à chaque fois à cette demande-là. Il y a le traitement des déchets, mais on parlait des pesticides tout à l'heure. C'est pour répondre à la forte demande qu'on a en fruits et légumes, etc., qu'on transforme les terres en monoculture, qu'on saccage tout, qu'on utilise ces pesticides, qui après ont des conséquences sur des populations qui ne consomment même pas les produits qu'ils produisent. Donc c'est quand même incroyable de dire que ça. Et c'est en ça que je trouve effectivement important, nous en tout cas, en étant cette population qui est privilégiée, puisqu'on ne voit pas directement, en tout cas, à ces effets-là, de participer à notre échelle. On ne peut pas vivre dans un mode de vie confortable tout en sachant les conséquences que ça peut avoir sur d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible en tout cas. Tout à fait. Et plus on en parle, et plus du coup on va sensibiliser, et plus du coup après les solutions concrètes qu'on va vous dire du coup tout à l'heure pourront être mises en place. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas conscience du racisme environnemental, des impacts directs de notre consommation, de notre surconsommation, et du coup de nos déchets qui sont occasionnés, en tout cas c'est une raison en plus si on souhaite vraiment avoir un impact positif sur notre environnement. Ouais, tout à fait. Et puis de se dire qu'en fait, les deux sont liés. On ne peut pas, en fait, à la cause écologique sans envisager et prendre en considération les questions sociales. Les deux sont intrinsèquement liés, puisque du coup, on a beau être sorti du colonialisme en tant que tel, au final, il y a toujours encore aujourd'hui des formes d'esclavage et des formes de pression sur des peuples minoritaires et racisés pour toujours, pareil, dans le bénéfice et dans le confort d'une autre type de population. Donc non, aujourd'hui, c'est pas... Voilà, on est obligé de considérer les deux, en fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a un commentaire qui dit « Je viens de me rendre compte aussi que la plupart des employés qui travaillent dans les déchetteries sont des personnes issues de l'immigration. » Oui, c'est tout. Ouais, c'est vrai que les personnes qui vont être en contact avec ces produits potentiellement toxiques, qui vont traiter les déchets, qui vont avoir le travail que d'autres personnes refusent, en fait, mais eux n'ont pas le choix, puisque c'est le seul travail qu'on leur offre. Et du coup, pareil, c'est effectivement aussi une forme de racisme environnemental. Ouais, carrément. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans toutes les usines extrêmement toxiques. J'avais vu un reportage en Turquie des personnes qui, avec les DIN, en fait, il y a un processus extrêmement toxique pour les délaver. Et du coup, c'est fait par les populations turques et du coup avec des revenus extrêmement bas. Enfin là, c'est clairement de l'exploitation humaine. Et donc en fait, on a eu aussi un lien direct entre l'exposition du coup à ce travail-là et donc des problèmes très graves au niveau de leur santé. Et pareil, du coup, si on se concentre en France, carrément l'exemple il est superbe des déchetteries. C'est vrai que moi aussi, je m'étais pas posé la question, mais c'est ultra clair et net qu'il y ait ce lien-là du coup entre le racisme et du coup l'écologie. Et même quand on parle du coup de la mode, moi je fais directement le rapport avec le peuple ouïghour dont on a pas mal entendu parler les temps parce qu'ils sont enfin médiatisés. C'est aussi une forme de puisque c'est un peuple opprimé pour plein de raisons, mais qui du coup est là et on les esclavage, enfin on les réduit en esclavage, du coup dans le but de produire des choses pour nous, puisqu'ils travaillent pour des entreprises et des usines lesquelles nous, occidentaux, nous consommons. Et du coup, non. Voilà, donc on a bien, on va dire, de montrer que non, on ne veut plus, en tout cas, participer à ces formes d'esclavage et de racisme, du moins en arrêtant auprès de ces marques et de ces entreprises-là. Donc ouais, on va dire que le racisme environnemental, du coup, c'est très actuel. Enfin, oui, tout à fait. Ça l'a toujours été, en fait. Ouais, ça l'a toujours été, mais là, c'est top. On commence vraiment à en parler. Après, c'est vrai que parfois, on met pas forcément ce terme-là de racisme environnemental. Par exemple, c'est vrai que les Ouïghours, c'est clairement du racisme environnemental. C'est vraiment issu de la pensée coloniale du parti unique chinois qui souhaite vraiment un seul modèle. Et du coup, toutes les minorités ethniques racialisées, en fait, sont réduites dans un état d'esclavage et notamment du coup les Ouïghours. Et c'est vrai que, du coup j'en ai parlé, on a parlé aussi sur nos 2 pages Insta, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément mis le racisme environnemental. Donc en fait, je pense que c'est un terme qui est vraiment... en fait, le racisme environnemental, c'est un sujet qui est
dans beaucoup de thématiques d'actualité, mais on met pas forcément le terme à la thématique. Mais parce que, enfin, faut quand même être un petit peu sensibilisé sur le lien direct entre l'écologie, le racisme, et ensuite peut-être mettre ce terme-là quand on le voit. Mais c'est vrai que instinctivement, c'est vraiment grâce à ce live-là que je me dis, mais oui, c'est vrai, les Ouïghours, les déchetteries, enfin, c'est des sujets de racisme environnemental en fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment aussi quand je commençais à me renseigner sur la question, de se dire qu'en fait, le terme, il n'est pas connu et surtout, en fait, on ne sait pas que ça existe, en fait. Moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur le racisme environnemental, on me dit, mais le racisme, c'est quoi ça? C'est le racisme anti-écolo? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, c'est des choses qui se passent sous nos yeux, qui existent et qui sont les conséquences directes de notre mode de vie aujourd'hui. Donc, c'est hyper important d'en prendre conscience. C'est ça. Ouais. Pour du coup essayer de mettre notre pierre à l'édifice, on va dire, pour arrêter d'exploiter et de contribuer à ce système en fait. Les deux sont des systèmes oppressifs, que ce soit sur l'environnement ou sur des peuples racisés et des minorités. Et voilà, il faut qu'on lutte contre ça. Tout à fait, ouais. Et les deux, en plus, les deux s'entretiennent, le racisme et du coup, les impacts sur l'écologie. Et du coup, quand on va prendre en compte l'un, on va prendre en compte l'autre, en fait. Enfin, les éco-gestes, typiquement, ça aura un impact, du coup, positif sur la diminution des déchets envoyés à l'international ou envoyés en France dans les zones où il y a énormément de personnes issues de l'immigration, donc racisées. Donc c'est le fait qu'on s'intéresse à l'écologie, c'est sûr que c'est top parce que il y aura un impact positif sur la lutte contre le racisme, sur l'antiracisme et vice versa en fait. Le fait de s'intéresser au racisme, enfin après le lien racisme et écologie, il est tellement explicite dès la naissance même du racisme. Et du coup, le fait de s'intéresser au racisme, si on s'intéresse pas à l'écologie, ce n'est pas autant efficace. Les deux sont tellement liés que il faut prendre en compte ces deux dimensions pour être vraiment efficace. Ouais, et je pense que même aujourd'hui, c'est des choses qui, je pense, pour la plupart des gens, se passent loin. Bon, on a parlé de l'exemple des déchetteries, mais bon, on a l'impression que ça se passe loin. Et en fait, se dire que finalement, les problèmes environnementaux contre lesquels on lutte aujourd'hui, c'est vraiment pour assurer l'avenir de tout le monde, puisqu'on n'aura pas le choix. Il va y avoir très rapidement des gens qui vont devoir changer de pays, de terre à cause de ça. Donc, ce sont on va dire, les premiers concernés et qui sont en plus en ligne directe, on va dire, et qui seront les premières victimes en fait du réchauffement climatique. Exactement, ouais. Et prendre conscience du coup qu'on est dans un même écosystème et que du coup c'est pas parce qu'on ne voit pas les impacts de nos propres yeux, qu'on ne ressent pas les impacts du réchauffement climatique, que ça doit être quelque chose qui doit être loin de nous et du coup qu'on ne s'intéresse pas ou qu'on ne fasse pas des actions dans l'immédiat. Mais vraiment, enfin, on est dans un même écosystème, on partage le même environnement en fait et du coup penser aux conséquences du réchauffement climatique, de nos gestes au quotidien. Enfin, ça motive. Je pense que c'est vraiment une source de motivation. C'est vrai que moi, par exemple, quand on a eu l'idée du live et qu'on s'est dit lien racisme écologie, et du coup, je m'étais un peu plus renseignée sur la question. Et je trouve que, j'avais déjà une forte j'adorais les deux sujets, l'écologie, le racisme, mais vraiment chacun de son côté. Et le fait du coup que j'ai vu vraiment en discutant avec toi tous nos échanges qu'il y a un lien direct entre les deux, je trouve que ça motive vachement plus dans mes éco-gestes et ça me motive aussi vachement plus dans la lutte contre le racisme, dans l'antiracisme en fait. Le fait qu'il y ait les deux de liés. Ouais, effectivement, enfin, de se dire qu'en fait, toutes les causes sont intrinsèquement liées, en fait. C'est pas juste réduire mes déchets pour réduire mes déchets. En fait, si j'ai réduit mes déchets, et ben, peut-être que les gouvernements vont arrêter de se dire qu'on en a trop et qu'il faut les envoyer à l'autre bout du monde pour les traiter. Essayer d'internaliser les solutions et de se responsabiliser à nouveau. Donc, c'est vrai que nous, on va dire que même si indirectement, c'est compliqué de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ça, contre ce racisme, est-ce que j'ai vraiment du poids? Ben, en fait, à l'échelle individuelle, si tout le monde y mettait vraiment du sien, oui, on pourrait en tout cas montrer qu'on a envie que les choses changent en fait. Donc, faisons c'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi,
qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Réduire les déchets, c'est un bel exemple, parce qu'en tout cas, oui, on va dire, la main dessus et on peut tous agir à notre échelle pour réduire le poids de nos déchets ménagers, en tout cas, et pour éviter qu'ils soient envoyés à l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, je crois après, il y a après toutes les autres solutions. Enfin, déjà, les éco-gestes, c'est la solution vraiment la plus pragmatique et qu'on peut faire. Et il y a vraiment une source de motivation en plus avec le fait qu'on soit sensibilisé au racisme environnemental, que les deux soient liés. Après, du coup, c'est aussi vraiment se documenter, se renseigner, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les livres. On a cité Malcolm Ferdinand et son bouquin de l'écologie décoloniale. Sur Instagram, il y a pas mal aussi de pages. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'agent Orange. Donc, il y a le collectif Vietnam Dioxine. Il y a Gigi Golden. Enfin, il y a pas mal de pages Insta. Il y a après aussi, enfin tout ce qui est au niveau artistique. Enfin, si vous aimez un peu la culture, le cinéma, les livres. Enfin, je pense que c'est vraiment un bon moyen d'entrée pour se sensibiliser sur la question du racisme environnemental et en plus avec douceur et après avoir toujours des discussions pour voir les liens très très explicites. Mais enfin voilà, je pense que c'est principalement les solutions. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, Déborah? Ouais, bon, on a eu des petits commentaires en attendant et c'est vrai que je les trouve assez pertinents. Oui, On parle de la ouais. seconde main, effectivement, ou de la consommation locale. Est-ce que, voilà, consommer local et de seconde main, donc en gros, arrêter de faire fabriquer neuf à l'autre bout du monde, est-ce que c'est vraiment une solution en soi pour lutter contre le racisme environnemental ou est-ce que ça ne va pas causer d'autres problèmes économiques chez ces pays qui ont peut-être besoin de nous? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'argument qu'on nous vend en mode si on arrête de les faire travailler, ils n'auront plus de travail. Mais Ouais. est-ce que c'est vraiment recevable comme argument ça aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, c'est comme un peu le même argument pour les salariés de Uber Eats, où, enfin, si on fait pas, s'il y a pas de demande, du coup, ils n'ont pas de travail, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment un argument qui est très léger, enfin, et que j'ai jamais trouvé euh, j'ai pas le mot, mais très sérieux en fait. Mais par exemple, dans le cas de la fabrication des jeans en Turquie, enfin le fait qu'on passe par la seconde main, par vraiment le fait de consommer, enfin d'acheter ces vêtements dans une zone européenne, enfin en tout cas française, le plus proche de nous et tout, bah, ça va éviter justement de produire en masse ces jeans qui ont un impact mais assez c'est scandaleux négatif sur l'environnement de ces personnes-là, des Turcs et des salariés. Franchement, s'il y a moins de demandes, et ça sera des conditions de travail qui seront un peu moins inhumaines parce que les horaires, enfin, ils sont assez scandaleuses. Enfin, pour moi, cet argument, s'il n'y a pas de demande, enfin, s'il y a moins de demande, il y a moins de travail pour ces personnes-là, il ne tient pas. Parce que là, ils sont vraiment dans des états d'exploitation pour assouvir justement la demande qui est assez colossale parce qu'on est dans une situation de surconsommation importante. Donc, non, pour moi, ça ne tient pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit il y a travail et travail. Le travail en respectant une éthique, ça compte. Tout à fait. Et puis je pense que nous, en tant qu'individus, on est capable de comprendre, par exemple, qu'on n'a pas besoin forcément d'autant de vêtements. Où je trouve que l'exemple de la chlordécone très, très parlant, parce que c'est vraiment pour répondre à la demande occidentale de bananes que du coup, on a transformé ces exploitations en monoculture et utilisé de manière hyper importante un pesticide qui répondait à cette demande. Mais on est tous capables en gros, de se reprendre un peu et de diminuer fortement notre consommation de bananes ou d'arrêter même, tu vois. Donc, c'est vrai que ces arguments, ils sont pas recevables si ça permet de rééquilibrer tout ça, de relier, enfin, de faire remonter les problématiques environnementales et en même temps d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, quoi. Ouais, carrément, ouais. Je pense qu'on est tous capables de faire ces petits efforts-là.
J'aimerais bien que tu me dises un peu, parce que l'écologie décoloniale, je trouve ça assez fort comme mot. J'entends un petit peu ce qu'ils veulent dire, mais comment on pourrait le simplifier pour, en gros, expliquer en quoi il faut décoloniser l'écologie? Du coup, le mot décolonial, il est assez impactant et on en parle énormément sur Instagram actuellement, sur plein d'autres thématiques, donc la culture décoloniale, le langage décolonial. Je trouve que il est, du coup, c'est triste et l'écologie décoloniale, c'est vraiment en fait issu de la pensée esclavagiste pour justifier ce système inhumain. On a donc créé ce système hiérarchique de race et donc du coup après ce système de pensée esclavagiste, donc dans l'histoire il y a eu la colonisation et ce système-là toujours pour justifier la colonisation. On a mis encore une fois en exergue la hiérarchisation des races. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve encore actuellement et qu'on appelle un peu aussi le néocolonialisme. Et donc dans l'écologie décoloniale, il y a vraiment cette idée de déconstruire toutes les conséquences et toutes les traces qui sont issus de l'esclavage, de la colonisation et qu'on retrouve encore sous le mot de néocolonialisme. La suite du racisme environnemental où on observe qu'il y a ce racisme environnemental et ensuite on va faire appel à l'écologie décoloniale où on va vraiment déconstruire toutes les traces issues de la colonisation qui est le néocolonialisme et ensuite apporter des solutions concrètes derrière. Quand on s'était parlé, tu m'avais parlé de justice environnementale, donc même ça, c'est plus ou moins la même chose finalement. Ouais, ah oui, oui, oui. Pour moi, après, ils sont très synonymes. Écologie décoloniale, racisme environnemental, justice environnementale, ce sont des synonymes qui parlent vraiment de la même chose, le lien entre le racisme et l'écologie et les solutions qu'on apporte. Après, du coup, en fonction de notre regard et aussi de l'impact qu'on veut avoir, l'écologie décoloniale, ça a vraiment un impact fort au niveau émotionnel quand on l'entend ou quand on le lit. Je trouve ça top du coup d'avoir cet impact émotionnel avec ce mot-là, ces termes-là. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Justice environnementale, racisme environnemental, écologie décoloniale, on parle vraiment de la même chose. Bon, toutes les causes sont vraiment liées, donc prenons en considération tout ça et puis c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Ouais, carrément. Je me rappelle, tu sais, qui nous disait comment est-ce que je peux faire moi pour sensibiliser mes enfants au racisme. Je trouvais que c'était chouette parce que du coup, voilà, nous, on sait qu'on peut faire des choses en tant qu'adultes à notre échelle, malgré tout, pour y lutter. Mais comment on fait pour sensibiliser pardon, un enfant aujourd'hui? Oui, du coup, j'ai trouvé ça trop top comme question et super chou parce que c'est vrai que les futurs citoyennes et citoyens de demain, bah, c'est les enfants et si on peut les sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est vraiment top. Ils vont grandir dans un système de pensée qui soit le plus juste et le plus respectueux de l'autre et de sa différence. Et du coup, en matière de racisme, il y a énormément et d'écologie aussi, il y a énormément de solutions qui sont référencées avec les jeux, avec l'art, les films d'animation et les livres. Et on a discuté juste avant avec Déborah. Il y a le film par exemple Kirikou qui a versé notre enfant, je sais pas vous, je l'ai vu plusieurs fois et du coup le lien avec le racisme environnemental il est super explicite et même aussi avec une autre cause qui nous tient à cœur, le féminisme. Mais par exemple dans le racisme environnemental chez Kirikou, il y a vraiment cette idée de protection de la nature parce qu'en fait le film il y a les puits qui sont asséchés, la terre qui devient de plus en plus sèche. C'est un peu le contexte du film d'animation. Et ensuite, peut-être vous vous souvenez d'une scène où il y a Kirikou qui va faire en sorte d'avoir une sorte d'activité
où on va construire des jarres, enfin on va fabriquer des jarres justement parce que ils ne peuvent plus cultiver en fait leurs produits donc d'alimentation. Donc il y a vraiment ce lien-là avec l'écologie et le racisme en fait. Donc c'est vraiment l'acceptation de l'autre dans sa différence. À un moment, il y a un enfant touareg qui va rencontrer des protagonistes et vraiment le fait d'accepter l'autre dans sa différence. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un film qui va lier aussi les deux, le racisme environnemental dans les sécheresses qui sont causées par le réchauffement climatique qui a lieu depuis très longtemps. Mais c'est cool qu'on en parle de plus en plus, mais c'est un processus qui dure depuis un certain temps. Donc ça a inspiré l'auteur et voilà. Donc, par exemple, avec les enfants, visionner ce film-là avec plusieurs autres enfants, enfin, dans une classe, par exemple, et ensuite avoir vraiment un temps de discussion qui est super important, voir du coup leur impression, et ensuite lier les deux thématiques, le racisme, l'écologie, et ensuite pourquoi pas faire des jeux de rôle, enfin vraiment pour qu'ils s'imprègnent et tout, mais vraiment avoir le visionnage et ensuite un temps de communication interactive. Et enfin, c'est vraiment top pour les enfants. Il y a vraiment cet aspect émotionnel à travers l'art, et ensuite le lien du groupe avec les pairs où ils vont discuter. Enfin, c'est vraiment top. Ouais, c'est un bon exemple. C'est X-Fiction. Ouais. Enfin, avec les dessins animés, c'est quelque chose qui marche toujours auprès des enfants, mais de s'en servir Ouais. dans un objectif pour les sensibiliser ou pour les faire réfléchir sur des causes déjà importantes à cet âge-là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, quand je vois au niveau de l'écologie, c'est quand même. Enfin, je sais pas si tu te rappelles du film Wall-E. Oui. Voilà, c'est un film qui est magnifique et qui montre, enfin, qui inquiète vraiment sur ce que pourrait devenir la planète si on continue de consommer et de la détruire comme on le fait actuellement. Donc, je trouve que c'est des moyens qui sont assez intéressants, on va dire, en tout cas pour pardon. Bon, pour ta petite impression de batterie. En tout cas, je disais, voilà, ce sont des moyens qui encourager le dialogue avec l'enfant et lui permettre de s'interroger. Et puis après, c'est toujours pareil. Moi, je pense qu'un enfant qui apprend à respecter l'environnement dans lequel il se trouve, tu vois, qui apprend à respecter la nature, qui apprend à aimer les animaux et à aimer les autres, forcément, c'est un enfant qui va après être beaucoup plus sensibilisé au racisme et qui va aussi avoir envie d'y lutter, parce que c'est juste une question de bon sens, en fait, d'accepter les autres et de respecter les autres et de respecter aussi la planète dans laquelle on vit tous, en fait, et on est tous égaux dessus. Donc, ouais, je trouve que c'est important, en tout cas, d'être plus jeune avec les enfants et de faire des activités avec eux qui vont les aider à sensibiliser à ces questions-là, au respect, à la découverte. Voilà, emmenez-les à la montagne, emmenez-les en forêt, faites du jardinage avec eux, montrez-le à quel point c'est important de comprendre ce qu'on mange, d'apprécier ce qu'on mange, d'échanger. Enfin, voilà, je pense que c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut pas hésiter à transmettre. On a trop perdu de savoir-faire et il faut pas hésiter à c'est clair. ces bases-là, en fait. Donc, ouais, totalement. Donc, c'est ça. Carrément. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire parce que donc voilà, on a appris, et je pense, j'espère en tout cas, qu'à l'écoute de ce live, les personnes auront un petit peu plus d'idées sur ce qu'est le racisme environnemental et sur les pistes pour lutter contre ça. Est-ce qu'on a des endroits où les diriger, en fait, pour qu'ils puissent approfondir la réflexion? Ouais. Alors du coup, sur Instagram, comme on est sur Insta, moi je recommande dans un premier temps, donc pour l'écologie, je me recycle, ça c'est sûr. Après, vraiment pour le racisme environnemental, il y a les comptes de Gigi Golden, de Canoubis, ouais, et de Asme Acha. Donc ces trois-là qui sont top et qui vont sortir, je crois, un film sur YouTube sur le chlordécone et l'écologie décoloniale. Ensuite, si on sort d'Instagram, il y a le livre de Malcolm Ferdinand, l'écologie décoloniale. Il y a
Après, il y a pas mal d'articles, je trouve, sur Reporter Média, par exemple, sur vraiment les journaux donc plus écologiques et tout. Ils ont toujours un article où ils ont fait le lien avec soit le féminisme et aussi soit le racisme. Donc, ça vaut le coup de mettre ces deux mots-clés sur Internet, racisme environnemental, et vous allez être satisfait de toutes les ressources. Vous allez retrouver aussi je me recycle, mais je vois un commentaire, je me recycle, c'est Déborah. Je crois que c'est une blague. Et enfin voilà, du coup, vous allez vraiment être assez impressionné de toute la documentation. Même moi, j'étais assez étonnée de tous les exemples qu'on a pu avoir en préparant ce live et tout, parce qu'on savait qu'il y avait ce lien qui était très fort, mais qui est autant d'exemples, que ce soit à l'international, mais aussi tout proche de nous, enfin ceux qui habitent, ceux et celles qui habitent en Île-de-France, et même dans les zones, dans chaque grande ville française, il y a les zones du coup où il y a beaucoup plus de personnes issues de l'immigration, et du coup tous les déchets vont vers ces zones-là. Donc c'est assez impressionnant, et franchement, n'hésitez pas à mettre ces deux mots-clés, vous serez satisfait de toute la documentation, tous les exemples qu'il y a. C'est assez impressionnant. Ouais. Moi, j'ai une passion podcast, donc forcément, Ouais. j'ai besoin d'aller m'informer sur un sujet. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir s'il existe des podcasts dessus. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je suis tombée sur un épisode de la chaîne Afrotopic, et du coup, qui a interviewé justement Malcolm Ferdinand au sujet de l'écologie décoloniale. Donc, il y a un épisode qui est intéressant à écouter là-dessus. Il y a le Festival des Solidarités aussi qui en parle. Voilà, donc il y a quand même toujours des pistes en tout cas pour aller s'informer et aller creuser le sujet. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, j'espère, Lynelle, que tu l'as ressenti comme ça. Mais moi, ce que je souhaite vraiment, surtout, c'est que ça vous ait donné envie de vous renseigner Ouais. et chercher vos propres, on va dire, vos propres informations pour vous faire aussi votre opinion, en tout cas sur le sujet, parce que c'est l'objectif en tout cas. Voilà. Ouais, carrément. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas, Lynelle, pour cet échange. Merci à toi. Rajouter quelque chose, le mot de la fin, voilà, un truc qui t'inspire. C'est quoi, toi, la dernière chose qui t'a inspiré sur le sujet, par exemple? La dernière chose que tu as lu, une citation, une personne, en tout cas, ce que tu veux. Alors, peut-être que je vais reprendre le poème qu'on avait fait dans le cadre de notre première Voilà. Oui, c'était les éco-gestes. Je vous l'atteste, c'est une petite rime comme ça, a un impact réel. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné encore plus de motivation. Oh, merci Maison Queer de réaliser des éco-gestes. Ça a un impact réel sur le racisme environnemental. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Restez pas dans votre coin. Ne pensez pas que tout est déterminé. Ouais. C'est qu'on peut rien y faire. En fait, si, parce que même si, enfin, effectivement, notre poids dans la balance, il n'est pas énorme. En fait, on a le pouvoir d'encourager, en tout cas, ce changement et de montrer qu'on veut pas que ça se produise comme ça. Alors, faisons-le. Refusons les produits et légumes qui sont fabriqués avec des produits avec des pesticides qui viennent de très loin. Refusons les vêtements fabriqués dans des conditions atroces, dans des usines qui emploient des esclaves. Enfin, voilà, agissons et vraiment, enfin, voilà. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Voilà.